contact entre trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, la Crète occupe le 5e rang des îles méditerranéennes par la surface. Mais c'est la plus étirée, 250 km d'est en ouest. L'île de Crète est sortie de l'eau en raison de la poussée conjointe de l'Europe et de l'Afrique qui se rapprochent l'une de l'autre à la vitesse de 4 cm par an. Cette formidable pression a soulevé les plus hauts sommets de l'île jusqu'à 2500 mètres d'altitude. La présence humaine est attestée en Crète depuis plus de 8000 ans, avec des conséquences inévitables sur le paysage. Les vastes forêts de cèdres ont disparu et ont cédé la place aux cultures typiques du bassin méditerranéen, l'olivier et la vigne. Quand le sol est trop ingrat, il se couvre d'une maigre végétation broussailleuse, la garrigue. En Crète, le visiteur évolue de mythe en légende. Mi-homme, mi-taureau, le Minotaure rôdait dans les couloirs interminables du labyrinthe construit par l'architecte Dédale. Pour échapper à cette prison, ne restait que la voie des airs. Elle fut suivie par le fils de Dédale, Icare. La mythologie grecque a localisé sur l'île nombre de ces épisodes, et de grandes puissances y ont laissé leur marque, comme la République de Venise ou l'Empire ottoman contre lesquels le peuple crétois s'est levé. Sous régime grec depuis 1913, la population crétoise reflète la diversité de ses composantes et de ses origines. Outre la langue, la religion orthodoxe constitue un large dénominateur commun. La religion orthodoxe résulte du schisme d'Orient qui marqua la rupture avec l'Église catholique romaine au XIe siècle. L'agriculture impose sa géométrie à la terre depuis des millénaires. Elle représente aujourd'hui encore l'une des principales sources de revenus de l'île. Les ressources de l'élevage sur les parcelles incultes, celles de la pêche sur la côte nord et celles d'une industrie limitée sont faibles à côté des recettes engendrées par le tourisme. À lui seul, ce secteur fournit 2/3 des rentrées de l'île et emploie 40% de la main-d'œuvre locale. Les communications sont favorisées par un réseau routier bien développé, parfois sommaire dans la moitié sud. Le vent du nord, le Meltem, et le Sirocco, le vent du sud, contribuent à la production d'une énergie sans cesse renouvelable. La Crète possède les moyens de ses ambitions tout en préservant ses traditions. Le développement touristique, celui des infrastructures et la tentation d'attirer toujours plus de visiteurs représentent un risque pour la qualité de la vie en certains endroits. L'expansion de la capitale régionale, Héraclion, est symptomatique. En quelques années, cette ville de plus de 100 000 habitants est devenue la 5e de Grèce et son port compte parmi les plus actifs de toute la Méditerranée par le nombre des passagers qui y transitent. La Crète se trouve à la croisée de plusieurs routes maritimes. Son importance stratégique n'a pas échappé aux Vénitiens qui fortifièrent le port d'Héraclion. Au commencement du XIIIe siècle et pendant plus de 400 ans, la cité des Doges entretint ici une puissante base militaire et une succursale commerciale très rentable. D'énormes réservoirs d'eau permirent à la ville de résister aux sièges successifs et les imposants remparts, longs de 5 km, défièrent l'envahisseur turc jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Le musée archéologique d'Héraclion propose la meilleure introduction à l'histoire éloignée de l'île et à la civilisation minoenne, dont les fresques constituent l'expression artistique la plus aboutie. Cette culture brillante débute 3000 ans avant Jésus-Christ et pendant un millénaire et demi, elle marquera la Méditerranée de son empreinte. Avec une écriture aujourd'hui encore hermétique et une société où la femme joue un rôle prépondérant, les Minoens atteignent le niveau culturel des Égyptiens. Ils les imitent en donnant au taureau le pouvoir d'un dieu
et aux objets rituels la forme d'une paire de cornes. Les Minoens empruntent leur nom au légendaire roi Minos. Par leur culte des morts et par l'unité de leur civilisation placée sous la symbolique de la double hache, ils représentent, à n'en pas douter, un des temps forts de toute l'Antiquité méditerranéenne. La place Elefthérias, ou place de la Liberté, rappelle la résistance du peuple crétois contre l'envahisseur allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale et le souvenir de Nikos Kazantzakis, enfant du pays, grand écrivain contemporain. L'influence vénitienne et le sens poussé des affaires ont ouvert la ville d'Héraklion aux visiteurs. C'est aujourd'hui une cité dynamique, sans cesse en devenir, qui dispose d'une infrastructure de services récente et performante. Au fabuleux témoignage de son passé, la ville a pu ajouter les nouveaux signes extérieurs de la richesse. La fontaine Morosini est ornée par 4 lions de Saint-Marc, patron de Venise. Elle fut commandée au XVIIe siècle par un gouverneur vénitien. Dans l'agitation commerçante, les cierges enrubannés annoncent la Pâque orthodoxe. La proximité de la fête anime les marchés. Haricots et olives, feuilles de vigne farcies et fromage de chèvre, les productions locales occupent le haut du panier. Les senteurs épicées flottent dans l'air. Les métaux précieux descendent dans la rue. L'Orient n'est pas loin. Dans la rue du 25 août, les nombreux établissements bancaires bénéficient du voisinage immédiat des marchés financiers du Proche-Orient. Certains capitaux profitent aussi à la réhabilitation des plus beaux édifices. C'est le cas de la Loggia, un magnifique bâtiment où se réunissait l'aristocratie vénitienne. Le sanctuaire consacré à Saint Titus fut une église catholique, puis une mosquée, avant de devenir église orthodoxe. Le célèbre peintre El Greco est né à Héraklion au milieu du XVIe siècle. Il y a passé les 25 premières années de son existence. L'artiste fera une partie de ses études dans l'ancien monastère dédié à Sainte Catherine avant de rejoindre son maître à Venise. La cathédrale Agios Minas ne date que du XIXe siècle. L'édifice représente l'alpha et l'oméga pour de nombreux Crétois car il abrite le siège du métropolite, l'archevêque orthodoxe. La cathédrale est la plus vaste de toute la Grèce. À l'heure des offices, elle peut accueillir jusqu'à 8000 fidèles. Le clergé orthodoxe jouit d'un prestige considérable auprès d'une population très pratiquante. Les orthodoxes sont des chrétiens. Ils vénèrent les icônes, des peintures religieuses exécutées à l'origine sur des panneaux de bois. La Pâque orthodoxe est un sommet dans le calendrier crétois. Avec tout le faste byzantin, on célèbre la résurrection du Christ et le renouveau de la lumière. À cette occasion, au milieu d'une foule dense mais respectueuse, un cortège emmène une sainte icône en procession à travers la ville. Toutes les composantes de la société crétoise, qu'elles soient religieuses, militaires ou civiles, sont associées à travers une célébration au large retentissement populaire.
Les évangiles ouvrent la marche. Les militaires rendent les honneurs, preuve de l'importance de cette cérémonie. Les rites orthodoxes contribuent depuis des siècles à la transmission d'une culture qui cimente l'unité nationale. Les réjouissances populaires peuvent revêtir de multiples formes. L'Orient voisin leur donne une inspiration particulière dans les senteurs de la viande grillée ou dans les rythmes lancinants des danses. À 5 km d'Héraklion, en direction du sud, la civilisation minoenne a laissé les empreintes les plus nettes de son génie architectural. Ces vestiges furent localisés et inventoriés en 1900 par un archéologue anglais, Arthur Evans. Le palais de Knossos a connu plusieurs versions. La plus ancienne remonterait à 3500 ans avant Jésus-Christ. Toutes ont été détruites par des invasions ou des cataclysmes. Certaines parties ont été reconstituées par Evans, parfois avec l'aide du béton, suscitant de nombreuses controverses. Même s'il est critiqué par les puristes, le travail accompli force l'admiration. À travers les fresques, le visiteur se familiarise avec le mode de vie des Minoens, leur goût pour la tauromachie ou la vie quotidienne au palais. D'énormes jarres stockaient les marchandises entassées au milieu de 18 magasins. Des caniveaux en pierre formaient un réseau d'égouts unique en Europe à l'époque. Le palais de Knossos et son plan complexe auraient donné naissance à la légende du labyrinthe dessiné par Dédale. La géographie de l'île surprend par son homogénéité. Les montagnes s'enchaînent, sauf à l'est d'Héraklion, où le plateau de Lassithi rompt leur succession. En se dirigeant vers l'est, le bocage crétois déroule un étonnant patchwork agricole. Dans cette région, le paysage rural révèle toutes ses richesses, mais aussi toutes ses limites. Partout où le terrain s'y prête, les arbres fruitiers ont pris pied. Hélas, les vergers sont exigus et dispersés. Ils obligent les cultivateurs à d'incessants déplacements. La qualité de la récolte dépend bien sûr du travail fourni sur une terre brûlée par le soleil. La réussite est pourtant impossible sans la maîtrise de l'eau. Au centre de la partie orientale de l'île, le plateau de Lassithi s'étend sur une dizaine de kilomètres. Son altitude moyenne ne dépasse pas 850 mètres, mais de hautes montagnes l'encadrent sévèrement. Sur les pâturages, les herbes grasses sont agitées par un vent constant qui tournoie dans cette cuvette. L'énergie éolienne est exploitée par le biais de moulins à vent. Jusqu'à une époque récente, on en comptait des milliers. Depuis la période vénitienne, ces moulins actionnent une pompe qui plonge en profondeur dans la nappe phréatique pour remonter l'eau à la surface. Éole, le maître des vents, était le fils de Poséidon, le dieu de la mer, un des souverains de l'univers. Il règne ici sur un océan de verdure. Une vingtaine de hameaux sont installés autour du plateau de Lassithi. Pendant l'été caniculaire, les habitants apprécient la relative fraîcheur prodiguée par le vent. Le plateau de Lassithi forme une sorte d'oasis. Dès qu'on s'en éloigne, le paysage retrouve son austère aridité. Il faut gagner la côte nord toute proche pour retrouver des lieux habités qui s'y rassemblent depuis les origines. C'est la façade tournée vers la Grèce continentale, distante de 150 km seulement à vol d'oiseau. Au fond d'une baie très évasée, la ville de Malia existe depuis l'époque vénitienne.
Aujourd'hui, la localité s'est fait une spécialité de la vie au grand air en misant sur quelques belles plages dont l'aspect naturel a été préservé. Mais ici aussi, la croissance urbaine est difficile à contenir. À l'intérieur des terres, un site archéologique rassemble les fondations d'un palais minoen élevé au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il a été découvert 15 ans après celui de Knossos par un archéologue grec. Une allée de dalles voyait défiler les processions. Le palais de Malia aurait appartenu aux frères du roi Minos. La richesse du site de Malia justifie la poursuite des fouilles menées depuis 1922 par l'école archéologique française d'Athènes. La fonction de certaines salles est aujourd'hui encore méconnue. Au nord-est, le sol dénudé n'oppose aucune résistance à l'érosion qui lacère la côte de cruelles entailles. Le cap Agios Ioannis s'enfonce de 6 km dans la mer de Crète. Après avoir passé le cap, la côte bifurque sèchement vers le sud en longeant l'île de Spinalonga. La forteresse vénitienne y hébergeait la dernière léproserie d'Europe jusqu'en 1957. À l'abri, derrière la presqu'île de Spinalonga, le petit port d'Elunda accueille de nombreux bateaux en provenance des autres îles grecques au sud de la mer Égée, Santorin ou Rhodes. À l'entrée du golfe de Mirabello, un nom italien qui signifie « belle vue », la localité d'Agios Nikolaos n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Dans leurs caïques, des embarcations légères pointues à l'avant et à l'arrière, les pêcheurs sont à l'origine de la bourgade. Le petit port de pêche est relié par un canal minuscule à un lac intérieur dont la profondeur atteint plus de 60 mètres. La ville s'est développée à partir de son périmètre. Moitié homme et moitié poisson, Triton est le fils de Poséidon. Les dieux marins grecs semblent accorder leur bienveillante protection à la ville d'Agios Nikolaos. En quelques dizaines d'années, la cité a remisé ses étals et, d'un pas décidé, s'est transformée en une véritable caverne d'Ali Baba où les pierres et les métaux précieux valorisent l'artisanat local. Même le clergé s'adonne quelquefois à l'artisanat. Dans sa boutique, un hagiographe, un peintre qui reproduit les icônes, exerce son art. Nikos Tsiris. Ça s'appelle l'hagiographie byzantine. Après le 3e et 4e siècle de notre ère, le besoin de représentation de Dieu commence à se faire ressentir. À partir de là, une évolution significative de la technique de la peinture s'est produite durant la période byzantine. Moi, je m'occupe seulement de la période byzantine et toutes les icônes que je reproduis sont des copies d'icônes de cette période. Les voies du Seigneur mènent à tout. Sur le chemin du salut, la route peut faire un détour par le village de Kritsa, niché sur les pentes du mont Dictée à 300 mètres d'altitude. Derrière ces murs chaulés, le village désert, aux heures les plus chaudes, n'a rien perdu de son charme méditerranéen. Dès que les ombres s'allongent, les femmes prennent le frais en jouant du crochet. Leur broderie étale un savoir-faire ancestral, diffusé bien au-delà du village.
Toujours plus à l'est, et contrairement aux apparences, la Crète n'est pas coupée du monde. Un aéroport flambant neuf donne à Scythia les moyens d'un développement rapide. Sa situation privilégiée n'avait pas échappé aux Minoens, aux Romains et aux Vénitiens qui construisirent la massive forteresse Kasama, restaurée par les Turcs. Adossée à un amphithéâtre naturel, la ville de Scythia a été détruite lors de la conquête turque. Aujourd'hui, elle est entièrement tournée vers la mer et ses débouchés. Les diverses techniques de pêche permettent de capturer une grande variété de poissons. Entre deux arrivages, la ville émerge de sa torpeur pour quelques parties de tavli, version locale du backgammon. Sur un promontoire imprenable, le monastère fortifié de Toplou remonte au XIVe siècle. Il dresse son clocher derrière des murs hauts de 10 mètres dans lesquels s'ouvrent les cellules monacales. Les Vénitiens lui avaient assigné un rôle défensif, sans le priver de son élégance, voire même d'un incontestable raffinement. La sérénité qui se dégage de ces lieux semble bien éloignée des affrontements impitoyables dont l'édifice fut l'objet. Sur l'étroite façade est, la côte déroule 50 km à peine d'une terre où la végétation se fait de plus en plus rare. Les collines pelées se jettent brutalement dans la mer. Quelques plages assurent la transition entre l'élément liquide et ce monde minéral inhospitalier. La plage de Vaï offre une belle exception, tout échevelée de palmiers, qui porte le nom du grec Théophraste, le fondateur de la botanique au IVe siècle avant Jésus-Christ. À l'extrémité orientale de l'île, la roche prend des nuances martiennes, rouges et ocre. Le travail de l'érosion semble inachevé sur la grève désertique. La plage de Kato-Zakros met un peu de vie dans cet univers pétrifié où commence la vallée des morts. Plusieurs sépultures antiques y ont été découvertes. La côte sud-est est baignée par la mer de Libye. Elle ouvre sur le continent africain distant de 300 km à peine. Dans leur profil géographique, rien ne distingue les rivages crétois et maghrébins.